Bonjour à tous, j'espère que vous nous entendez bien. Bienvenue dans ce 4e webinaire organisé par l'Association française de football en marchant. On en a fait 3 premiers l'année dernière, en fin d'année 2024, qui ont porté respectivement sur les règles, la santé et le fait d'aller chercher les appels à projets. Donc le format qu'on a choisi, c'est à peu près 40 minutes d'échange avec 20 minutes de présentation et 20 minutes de questions-réponses. Excusez-moi, j'ai de drôles de fenêtres qui apparaissent. Donc on est pour l'instant une vingtaine de participants. J'essaierai d'accueillir les participants complémentaires au fur et à mesure de la réunion. Vous pouvez bien sûr afficher vos caméras. Je pense que vous avez le droit. C'est plus agréable de voir tout le monde, en espérant que les paramètres de la réunion le permettent. En revanche, si pendant la présentation, vous pouviez couper vos micros, ça éviterait les bruits parasites. Vous pouvez poser vos questions au moment de la phase de questions-réponses après la présentation de Mélanie. Et ensuite, on a aussi un petit bouton questions-réponses en haut à gauche pour ceux enfin en haut dans la barre dans la barre de menu, pour ceux qui préfèrent poser leurs questions par écrit. Pour ceux qui ne connaissent pas peut-être l'Association française de football en marchant, on vient de fêter nos 5 ans. On a aujourd'hui 86 clubs adhérents, ce qui représente pratiquement 1500 joueurs sur le territoire français. C'est une association à but non lucratif et la seule vocation est de promouvoir et faire connaître la pratique de ce magnifique sport, donc walking football, dont d'ailleurs Mélanie va nous parler plus précisément en termes d'impact sur la santé des pratiquants. C'est l'intérêt de la réunion et c'est le sujet de la réunion d'aujourd'hui. Je vais, si vous le voulez bien, laisser la parole à Mélanie qui va se présenter et présenter son étude. Merci beaucoup. Bonjour à tous, merci Pierre pour cette petite présentation et merci pour la sollicitation aussi, merci à la FFM. C'est toujours un plaisir de partager un peu le côté scientifique de cette activité qu'est le walking football qui commence à prendre pas mal d'ampleur en France grâce notamment au travail de l'Association française de foot en marchant qui œuvre depuis 5 ans maintenant, comme vient de le dire Pierre, pour promouvoir l'activité et puis permettre à tout le monde de retrouver le plaisir du football avec une activité qui est adaptée et qui permet vraiment à tous de retrouver le plaisir de jouer au foot. Donc voilà, l'objet de ma présentation aujourd'hui, ça va être l'impact du foot en marchant sur la santé des pratiquants. Hop, donc pour avoir un petit aperçu de ce dont on va parler aujourd'hui, je ferai une petite présentation un peu personnelle et puis de comment je suis arrivée à travailler sur cette activité-là. Je remettrai un petit peu dans le contexte avec quelques éléments scientifiques parce que c'est une activité qui commence à prendre de l'ampleur, mais aussi les scientifiques s'y intéressent. Je vous parlerai plus précisément des effets à long terme de cette activité-là, puisque c'est l'objet de mon travail de recherche dans le cadre de ma thèse. Et je conclurai par quelques petits conseils pratiques et des choses que j'ai retenues de mon expérience liée à ma thèse. Donc, pour commencer, donc une petite présentation personnelle. Donc, je suis actuellement en train de terminer mon doctorat à l'Université Jean Monnet de Saint-Étienne. Donc, doctorat, un travail de recherche de 3 ans. Auparavant, j'ai un cursus universitaire, donc STAPS, donc ce qu'on appelle plus communément une fac de sport, que j'ai réalisé entièrement à Saint-Étienne, à l'Université Jean Monnet. Et parallèlement à ça, ça fait 20 ans maintenant que je joue aussi au football. Donc, j'ai cette passion-là depuis un petit moment et j'ai réussi à allier un peu cette passion et la retrouver aussi dans mon activité professionnelle. Voilà comment je suis arrivée à travailler sur le foot en marchant. Alors, ça coïncide un petit peu avec les dates dont parlait Pierre et la création de l'Association française de foot en marchant il y a 5 ans.
J'ai découvert le foot en marchand dans le cadre du projet qui s'appelait 6-0. Et en fait, c'était un projet européen, un projet de recherche universitaire qui regroupait 5 universités européennes. Donc, des universités en Finlande, en Angleterre, en Espagne, au Danemark et l'université de Saint-Étienne. Donc voilà, c'était un projet qui portait sur, alors on avait appelé ça le football récréatif, mais c'était exactement le foot en marchand. Mais, Donc, Mélanie, Mélanie, excuse-moi, je pense qu'on ne voit pas tes slides. Ah voilà, ça y est, c'est bon maintenant. ah, ok, Je ça, il voyais y a que un le petit peu de premier, c'est retard. pour ça. Ouais, merci. Ok. Donc oui, comme je disais, projet 6.0 en 2020, donc projet européen, projet de recherche avec plusieurs universités européennes et porté par l'université de Finlande, donc une université à Helsinki en Finlande, sur le football récréatif et dans le but de promouvoir cette activité-là et puis d'étudier un petit peu les effets sur la santé et puis voir comment on pouvait implémenter cette pratique dans le quotidien et dans les clubs, dans les associations dans chaque pays. Donc en 2020, 12 semaines d'entraînement étaient prévues dans le cadre de ce projet. Donc chaque en fait université, on s'était mis d'accord sur un protocole, sur des méthodes à suivre et on avait fait peu ou prou la même chose dans chaque université, dans chaque pays. Donc était prévu 12 semaines d'entraînement. Nous, on a commencé, c'était en janvier 2020 et donc en fait, on a été stoppé au bout de 8 semaines d'entraînement à cause du confinement et du Covid. Et heureusement, on avait prévu une session de test à 6 semaines, donc à la moitié du protocole, ce qui nous a permis d'avoir quelques petites données scientifiques et de pouvoir avoir des résultats et tirer des petites conclusions sur ce travail-là, parce que sinon, on n'aurait rien eu. Le recrutement des gens par rapport à cette étude-là s'est fait via la presse principalement. C'est ce qui a bien marché, la presse locale. Donc, on avait mis un article dans le journal, on avait fait aussi passer quelques flyers. À ce moment-là, le district de la Loire de football commençait aussi à s'intéresser à la pratique. Ils avaient été présents sur les premières réunions d'information qu'on avait faites. Donc, ils nous avaient aussi un petit peu aidé dans le recrutement des gens. Et on avait réussi à avoir 15 joueurs, donc 12 hommes et 3 femmes qui ont pris part à ces 8 semaines d'entraînement. J'ai dit qu'il y avait des tests, donc des tests qui se sont passés au début et après 6 semaines d'entraînement, donc à la fois sur le côté conditions physiques, donc vraiment des tests vraiment très simples, mais plutôt au côté physique, et puis aussi des questionnaires psychologiques. Et c'est toutes des choses qui sont référencées dans la littérature scientifique, des choses pour lesquelles on a déjà des retours. On sait que les tests sont fiables et que ce sont des choses qui sont adaptées au public. Donc voilà pour ça. Et moi, mon expérience là-dessus, c'est que les retours et les feedbacks des joueurs et des joueuses étaient extrêmement positifs. Vraiment, tous ceux qui avaient en fait participé au programme, ils voulaient continuer. Donc du coup, je me suis dit, bah, il y a peut-être quelque chose à creuser là-dessus. Donc moi, c'était mon stage de ma première année de master. Deuxième année de master, je fais complètement autre chose qui me plaît beaucoup moins. Et je me suis dit, mais il y a vraiment quelque chose à creuser sur le foot en marchand. Et c'est ce qui m'a amené en fait à travailler sur le foot en marchand dans le cadre de ma thèse. Donc, à l'issue du master, on est en 2021. Je sollicite le district de la Loire et je leur propose le projet de faire une thèse et d'évaluer les effets à la fois physiques et psychologiques du foot en marchand mais sur du long terme, sur une saison complète de football et sur un public qu'on a ciblé de 60 à 80 ans, puisque c'était le public qui était le plus visé par la pratique au départ et le public le plus simple à évaluer en, en termes de faisabilité, de disponibilité, etc. Donc, pour ceux qui ne connaîtraient pas la thèse, en fait, c'est un travail de recherche qui dure 3 ans, qui est encadré par des enseignants-chercheurs. Donc là, mes directeurs de thèse qui sont Alain Belly et Emma Guillet, qui sont eux-mêmes enseignants-chercheurs au sein de laboratoire. Donc Alain Belly, il m'encadre plutôt sur le côté de la condition physique, les effets physiques du foot en marchand. Il est au laboratoire de Saint-Étienne. Et Emma Guillet est plutôt sur le côté psychologique au laboratoire de Lyon. Et puisque le district de la Loire est le financeur principal de ce travail de thèse, j'ai un responsable aussi scientifique qui m'accompagne
Et là, pour le coup, plutôt sur les aspects vraiment foot en marchant et les aspects plutôt techniques liés à l'activité, c'est William Wallace, qui est conseiller technique en charge notamment du développement et de l'animation des pratiques. Donc voilà comment j'en arrive, moi, à travailler sur le foot en marchant. Et ce travail Est-ce que tu peux dont je... passer tes slides? Excuse-moi, Mélanie, mais on est toujours sur découverte du foot en marchant. Ah mince. Enfin, en ce qui me concerne, je ne vois que le slide découverte du foot en marchant et je pense que voilà, t'es passé à ton projet de thèse. Très bien. Ok, je vais essayer de le mettre comme ça. Et du coup, Parce qu'on voit pas ton plein écran, on voit, en fait, on voit ça, voilà, ce que tu montres. ok, bon, je vais Ok? essayer de faire comme ça alors. Merci. Ouais, ouais, reste sur cet écran-là, je pense. Ouais, allez, très bien, pas de souci. Oui, du coup, donc je disais le projet de thèse sur 3 ans, cadré par les directeurs de thèse et le responsable scientifique au sein du district. Donc, pour continuer, je vais vous présenter quelques petits éléments de contexte sur les bienfaits de l'activité physique, plutôt en général. Ensuite, des effets sur le walking football. Qu'est-ce qu'on sait dans la littérature scientifique? Comme je vous l'ai dit, il y a quelques petites études qui sont réalisées sur l'activité. Donc, qu'est-ce qu'on sait du walking football d'un point de vue scientifique? Sur des éléments plutôt de contexte et ensuite des effets aussi à court terme. Il y a des petites études qui ont été réalisées dans d'autres pays, donc je vous présenterai tout ça. Donc, vous le savez probablement, mais l'activité physique c'est bon pour la santé à tout âge, donc que ce soit sur la santé cardiovasculaire, que ce soit sur le côté musculaire, le côté osseux, et même le côté psychologique, il est largement démontré d'un point de vue scientifique qu'il faut faire du sport. Ça permet aussi, d'un point de vue de tout ce qui est apparition et traitement des maladies, de prévenir toutes ces maladies chroniques, parfois liées au vieillissement ou des choses comme ça. Donc, c'est ce qu'on appelle la prévention primaire. Là, on agit en amont de l'apparition de la maladie. Et la prévention secondaire, c'est tout ce qui est le traitement de la maladie quand elle est détectée de façon précoce. Donc voilà, ça permet à une prévention au niveau des maladies et puis ça contribue plus généralement à un bien-être plus général, plus global. Donc à tout âge de la vie, important de pratiquer une activité physique. Et c'est d'ailleurs ce qui est recommandé par l'Organisation mondiale de la santé. Donc on a ici un petit graphique que j'ai repris sur le site de l'OMS. On a des recommandations donc en fonction des âges et en fonction parfois aussi des moments de vie, donc que ce soit les adultes, les enfants, les adolescents, les personnes un peu plus âgées et puis n'importe qui le tout venant. Donc recommander de faire de l'activité physique et si on se penche plus sur les personnes âgées, donc c'est ici l'avant-dernière colonne. Donc, on recommande des activités qui sont plutôt complètes, qui comprennent à la fois du renforcement musculaire, mais aussi des activités qui vont solliciter et qui vont stimuler l'équilibre, la force, et puis aussi un petit peu des choses qui vont solliciter le système plutôt cardiovasculaire, plutôt le système aérobie, etc. Donc, des activités un peu plus longues, de la marche ou du vélo, des choses comme ça. Donc voilà, proposer quelque chose quand même d'assez global pour pouvoir solliciter un peu toutes les composantes de la santé. Au niveau du foot en marchant, je vous ai dit qu'il y avait quelques études qui avaient été faites. Donc, qu'est-ce qu'on sait du foot en marchant et qu'est-ce qu'on peut attendre sur des effets sur la santé? Donc, il y a des études qui ont été faites et qui ont étudié l'intensité qui était plébiscitée dans le foot en marchant, parce qu'on peut se dire que en marchant, l'intensité est vraiment pas très élevée. Alors, on a des mesures de RPE. En fait, c'est une échelle subjective sur laquelle les joueurs disent moi, je me situe ici. Et c'est une échelle qui se situe entre 6 et 20. Et donc là, on a une échelle les joueurs reportent une intensité de 13 sur 20. Donc, ce qui correspond, en fait, on est à peu près au milieu de l'échelle, une intensité modérée. Mais pour autant, on a des mesures là, pour le coup, vraiment plus objectives et des mesures de fréquence cardiaque et des mesures de lactate sanguin. Donc, c'est des mesures physiologiques et qui reportent en fait des intensités, qui sont un peu plus élevées. Donc, on a des moments où on a
le cœur qui monte un petit peu, la fréquence cardiaque qui monte aux alentours de 75-80% de la fréquence cardiaque maximale. C'est un indicateur qui, lorsqu'on constate une élévation de la concentration dans le sang, en fait, c'est un marqueur d'augmentation d'intensité. Donc là, on voit qu'entre avant et après, on a deux études. La première, on est à 1,24 avant le début de la séance. Et puis après, on monte jusqu'à 3,19. Et pour l'autre, on monte un petit peu moins haut, on part de 1,3 et on monte jusqu'à 2,8 millimoles. Donc, c'est des concentrations. Et donc, on a des moments d'intensité quand même qui sont plutôt hauts. Et c'est des choses qui ne sont pas forcément retrouvées par les joueurs. Donc, c'est plutôt positif. Ça veut dire que il y a quelque chose qui vient contrebalancer la hausse d'intensité. Et les joueurs ne ressentent pas forcément tous ces effets qui pourraient être peut-être perçus comme fatigants. Donc voilà, et ces mesures-là, donc ces seuils-là que je viens de vous présenter d'un point de vue physiologique, on sait dans la littérature que c'est des seuils qu'on a déjà vus sur d'autres activités et c'est des seuils qui permettent d'avoir des bénéfices sur la santé cardiovasculaire et métabolique, des effets aussi sur le système osseux et on a aussi des effets sur la baisse de l'indice de masse corporelle, donc sur la composition corporelle, tout ce qui est masse graisseuse et masse musculaire. Donc, c'est des seuils qui sont intéressants et qui permettent d'avoir des bénéfices sur la santé. Donc, voilà pour ce qui est des effets attendus. On peut s'attendre à ce que globalement, le foot en marchant ce soit plutôt efficace pour améliorer plusieurs paramètres et sur la santé. Donc ensuite, on a vraiment des études qui là sont intéressées vraiment aux effets du foot en marchant sur la santé. Donc là, c'est une étude qui date d'il y a 10 ans. On avait 10 joueurs âgés en moyenne de 66 ans qui se sont entraînés 2 heures par semaine pendant 12 semaines. On a fait des tests avant et après entraînement. Quels sont les résultats? D'abord, une baisse de masse grasse, ensuite une meilleure tolérance à l'exercice, et on n'a pas d'effet sur les paramètres maximaux, des paramètres physiologiques. Le lactate sanguin, on en a déjà parlé. VO2 max, c'est la consommation maximale d'oxygène qu'on peut avoir quand on pratique une activité. Donc voilà, des paramètres plutôt sur la santé. Après, pas d'effet sur les paramètres maximaux, mais est-ce que c'est vraiment ce qu'on recherche tant qu'on garde un niveau d'équilibre, un niveau basal qui est plutôt bon? Donc, l'étude a fini par conclure d'une efficacité potentielle du walking football en tant que programme d'intervention en santé publique. Donc, ça rejoint ce qu'on disait avant. Les effets attendus sur la santé sont potentiellement très positifs et c'est ce qui vient d'être démontré dans cette étude-là d'il y a 10 ans. Une autre étude qui, là, cette fois-ci, alors pardon, j'ai pas modifié la référence, qui vient juste d'être publiée, qui a été réalisée en Suède. Là, cette fois-ci, un peu plus de joueurs, 39 joueurs, majoritairement des femmes, 26 femmes et 13 hommes, avec un âge moyen un peu supérieur à l'étude précédente, pardon. Donc 74 ans, 12 semaines d'entraînement, 2 séances par semaine, des tests avant et après entraînement. Et puis là, pareil, ils ont trouvé que le walking football était associé à des marqueurs positifs de santé cardiovasculaire après 12 semaines d'entraînement. Donc tout ce qui est au niveau probablement de la composition corporelle, puisqu'on a une baisse du tour de taille et une amélioration de la mobilité et de la force. Et je vous ai parlé de mon stage au niveau de mon master, ce qui m'a permis de découvrir moi le foot en marchant. Et on a réussi à publier quelques petites données. Donc sur les 15 joueurs en 2020 qu'on avait recrutés et les 6 semaines d'entraînement qu'on avait menées ici à Saint-Etienne. Donc les résultats, nous de notre côté, on est sur une durée du coup qui est un petit peu supérieure aux 2 études précédentes que je viens de vous présenter. Donc on est sur seulement 6 semaines. Là pour le coup, c'était un petit peu court pour avoir des effets sur les capacités physiques. Après, là-dessus, il faut savoir qu'on avait recruté essentiellement des volontaires, donc c'était des gens qui étaient déjà très actifs, donc on s'attend à des résultats un petit peu moins importants sur le côté physique. Et par contre, dès 6 semaines, on a des effets qui sont très prometteurs sur des aspects psychologiques et qui, en fait, vont permettre aux joueurs d'adhérer à l'activité, de continuer à jouer parce qu'ils trouvent ça plaisant, parce qu'il y a le côté social. Et du coup, ils vont continuer à jouer et peut-être qu'après, au-delà de 6 semaines, à partir de 12 semaines, on pourrait avoir des effets sur la santé. Donc voilà, c'est des effets qui sont observables, mais plutôt sur le long terme.
J'ai parlé du côté surtout physique et là un petit peu du côté motivationnel, l'adhésion, l'engagement dans l'activité. On a des données aussi sur le côté vraiment psychologique, le retour des joueurs de Walking Football, donc leurs expériences. Alors c'est vrai qu'au début, certains peuvent trouver difficile de marcher, c'est pas très naturel de marcher, surtout quand on a eu l'habitude de jouer au foot. Pour des anciens joueurs, on a tendance à mettre le ballon dans la course et à vouloir accélérer et voir courir derrière. Sauf que là, c'est plus possible. Quand on est en reprise d'activité, certains avaient peur aussi de se blesser euh, parce que on est en reprise d'activité, on n'a pas pratiqué depuis longtemps, on est sur une nouvelle activité, remettre le corps en mouvement, ça peut être un petit peu traumatisant pour les muscles, pour les os, etc. Et en fait, globalement, l'expérience reste quand même positive pour la majorité des joueurs. Il y a une identité collective dans laquelle ils se retrouvent. Ils aiment bien ce côté un peu, ce côté social, ce côté collaboration, cet esprit d'équipe en fait, que ce soit avec les joueurs, leurs partenaires, mais parfois aussi avec les adversaires. Il y a une sorte des connexions qui se créent, même si c'est pas de la collaboration directe. Il y a des relations sociales et puis aussi avec le staff, parce que forcément, ça comprend aussi les personnes qui encadrent l'équipe. Et plus globalement, on a des expériences qui démontrent que le football, en fait, est lui-même un élément de motivation et qui, en fait, permet de rassembler tout le monde et de pratiquer une activité physique régulière. Donc voilà pour ce qui est des effets à court terme, qui sont globalement plutôt vraiment positifs et qui pourraient probablement l'être encore plus si on continue à pratiquer, comme je vous l'ai dit. 6 semaines, c'est un petit peu court. 12 semaines, visiblement, on commence à avoir des effets sur le côté physique. Et par contre, sur le côté psychologique, dès le départ, en fait, les gens, ils adhèrent à la pratique et ils continuent à jouer. Et ce qui peut permettre après d'avoir des effets encore plus importants sur la santé. Donc, ça m'amène à parler maintenant des effets à long terme. Donc, vraiment là, le cœur de mon travail depuis 3 ans sur le foot en marchant. Je vais vous présenter un petit peu ce que j'ai fait pendant 3 ans et les effets que j'ai observés avec les analyses que j'ai effectuées jusqu'à maintenant. Donc, voilà ce qu'on avait mis en place sur une saison sportive. Donc, une saison sportive, on avait commencé au mois d'octobre, on avait terminé au mois de juillet avec 2 séances par semaine. Donc, 2 séances d'environ 1h15 au maximum 1h30 de séances. C'était les mercredis matin et vendredis matin. On était sur des terrains soit à l'extérieur, soit parfois l'hiver à l'intérieur sur des terrains de soccer, globalement sur des surfaces synthétiques. Pour ce qui est des tests, donc toujours des tests physiques qui sont déroulés tous les 3 mois. Donc en fait, ce qui nous a permis de faire, comme vous le voyez ici, c'est des petits ronds. Donc une première séance avant de commencer, ensuite après 3 mois, après 6 mois, et enfin à la fin après 9 mois d'entraînement. Et ensuite, les petits éclairs représentent les passations de questionnaires psychologiques. Donc on avait des questionnaires papier que les joueurs remplissaient avant les séances, d'autres aussi en ligne qui étaient un petit peu moins fréquents. Mais globalement, on se retrouve avec quand même pas mal de données sur ce côté psychologique, avec des questionnaires qui étaient passés à peu près tous les mois. Et on se retrouve donc avec 10 temps de passation pour les questionnaires. Et sur ce groupe-là, j'avais réussi à recruter donc 23 joueurs qui se sont entraînés toute cette saison-là, 16 hommes, 7 femmes, âgés en moyenne de 67 ans. Donc, pour ce qui est des effets physiques, je vais commencer par là. D'abord, d'un point de vue masse corporelle. Donc, avant entraînement, on avait des valeurs qui étaient d'une masse corporelle de 75 kg environ. C'est la moyenne pour le groupe que je vous présente ici, et un indice de masse corporelle qui était de 26,95 kg par mètre carré. Et ces 2 paramètres-là ont diminué significativement au cours de l'année d'entraînement qu'on a passé. Donc, l'IMC, en fait, c'est un indice qui permet de connaître la corpulence globalement des gens. Je vous ai mis un petit tableau ici, en fait, qui reprend et qui donne des normes, à savoir que ces normes, forcément, elles sont faites pour tout le monde et elles mériteraient peut-être d'être adaptées puisque la composition corporelle, typiquement pour la population qu'on a là, entre 60 et 80 ans, la composition corporelle évolue.
Donc là, si on se réfère à nos valeurs, nous, on est à 26, on est à presque 27, donc on se situerait en surpoids. Or, chez les personnes âgées, on sait que la masse grasse prend progressivement un petit peu plus de place parce que la masse musculaire diminue. Donc, du coup, on a tous ces problèmes de composition corporelle qui peuvent affecter l'IMC et qui font que peut-être que l'échelle, elle se décale un petit peu vers la droite et que même à 25, 26, 27, on n'est pas tout à fait en surpoids, on reste quand même en bonne santé. Donc voilà, je vous parle de la composition corporelle, c'est pas quelque chose que j'ai eu l'occasion d'analyser moi dans mon cas, ça aurait été très intéressant de le faire, mais il faut savoir que c'est des méthodes qui sont déjà très coûteuses parce que c'est des méthodes qui se font qu'en laboratoire pour avoir une estimation vraiment fiable de la composition corporelle, que ce soit en masse grasse, que ce soit en masse maigre, en masse musculaire. Donc c'est quelque chose qui serait très intéressant de faire, mais c'est très coûteux et c'est pas facile d'aller au laboratoire et d'avoir des créneaux pour avoir accès à ces données-là. Donc voilà, d'un point de vue logistique, un peu compliqué d'avoir ça, mais on sait déjà que l'année d'entraînement au foot en marchant a permis de diminuer la masse corporelle et l'IMC. On a mesuré aussi, on a fait des petits tests d'équilibre, comme montré sur la petite image ici, un test où il fallait maintenir la position qui est sur l'image le plus longtemps possible. Donc là, on s'attendait à avoir des améliorations au niveau de l'équilibre parce qu'en fait, quand on frappe, on a une position qui est plutôt semblable à celle qui est sur l'image et qui est montrée dans le test. On n'a pas eu de changement et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de différences entre les joueurs. Certains sont naturellement plutôt bons en équilibre et d'autres non. Et en fait, ça a probablement pu perturber beaucoup l'analyse statistique, donc ce qui fait qu'il n'y a pas de changement et on ne peut pas dire que le foot en marchant permet d'améliorer l'équilibre. Et en plus, ce test-là, vu qu'on le pratiquait jusqu'à épuisement, donc on maintenait la position le plus longtemps possible, on n'évalue peut-être pas tout à fait l'équilibre, mais plutôt la force vraiment des muscles autour de la cheville, du mollet, de la jambe. Donc voilà, pas de changement de ce point de vue-là, mais des petits changements méthodologiques, comme précisé précédemment. Si on évalue autrement, peut-être qu'on peut observer d'autres choses. On a évalué aussi l'endurance musculaire des membres inférieurs et l'agilité. Donc, endurance musculaire des membres inférieurs, c'était avec le test assis debout 30 secondes. Donc, en fait, on est sur une chaise et on s'assoit et on se relève de cette chaise pendant 30 secondes le plus de fois possible. Donc, ça permet de connaître un petit peu l'endurance au niveau des muscles de la cuisse principalement. Et un test d'agilité, donc là, on se levait de la chaise, on allait rejoindre le plot et on faisait le tour du plot le plus rapidement possible. Ces deux paramètres-là ont été améliorés au cours de l'année d'entraînement au foot en marchant. Et c'est vrai que le foot en marchant a quand même des exigences biomécaniques. Donc, je vais m'expliquer par ce que j'entends par biomécanique. C'est-à-dire qu'il y a, mine de rien, quand même des accélérations et des décélérations, même si on est en marchant. Il y a des moments où on marche plus ou moins vite, il y a des moments où on doit démarrer et réagir plutôt rapidement pour réagir au mouvement à la fois de la balle, de ses partenaires, mais aussi de ses adversaires. Donc, il y a pas mal de choses qui entrent en compte et qui font que le mouvement est très différent et les accélérations, les décélérations, les changements de direction aussi sont assez nombreux. Et c'est quelque chose qui a déjà été montré dans la littérature scientifique. On a des changements de direction, des accélérations, des décélérations, même en pratiquant en marchant et en pratiquant une activité qui est volontairement réduite en intensité et en vitesse. Et enfin, sur le côté physique, on a une amélioration aussi au niveau de l'endurance aérobie. Donc vraiment, là, le test, c'était un test de 6 minutes de marche. Donc on marchait le long d'une ligne de plot qui faisait 30 mètres. Donc le but, c'était de faire le plus de distance possible en 6 minutes. Donc là, on évalue vraiment la capacité à maintenir un effort et une vitesse plutôt constante. On sait que le football en général est une activité intermittente, donc c'est-à-dire qu'on a des moments où on a le ballon, des moments où on n'a pas le ballon,
on est en attaque, on est en défense, on est près ou on est loin du ballon. Et tous ces paramètres-là font que l'intensité, elle évolue très rapidement et elle évolue beaucoup au cours d'un match, au cours d'une séance, au cours d'une séquence, d'un petit jeu, etc. Et donc, c'est des choses qui, en fait, ils vont solliciter un petit peu tout ce qui est le système cardiovasculaire, etc. Et donc, qui font que on améliore cette endurance aérobie. Donc, une nouvelle fois, même si on réduit volontairement la vitesse et qu'on adapte l'activité football en la pratiquant en marchant, on reste sur une activité qui est intermittente et qui, sur un public qui a des capacités physiques qui sont réduites par l'âge, on reste sur une activité intermittente et qui permet d'avoir des effets sur l'endurance aérobie. Donc voilà ce qu'il en est pour les capacités physiques. On va passer sur le côté plutôt psychologique. Donc, on a évalué le bien-être et l'anxiété via des questionnaires. Des questionnaires, comme je vous ai dit, qui étaient passés plutôt régulièrement. Et on s'est rendu compte on a une diminution du bien-être. Donc, vous allez trouver ça probablement très bizarre et très curieux. On explique ça principalement par le fait justement de cette évaluation régulière qui fait que les changements d'humeur ou les changements justement de bien-être et de ressenti étaient vraiment retranscrits dans les questionnaires. Et ce qui fait qu'en fait, même d'un mois à l'autre ou d'une semaine à l'autre, si on avait évalué encore plus de manière plus régulière, on avait des scores qui évoluaient vraiment du tout au tout. Et c'est dû principalement à l'âge parce qu'on a des événements de vie qui sont un peu plus récurrents chez les personnes âgées, que ce soit les maladies, les décès de proches, etc. Et donc ça, c'est des choses qui sont retranscrites du coup dans nos résultats, mais qui sont pas forcément du fait du foot en marchant. On aurait probablement dû avoir un questionnaire un peu plus général sur ce côté-là pour avoir vraiment une évaluation du bien-être sur le foot en marchant. Par contre, on a évalué l'anxiété et là-dessus, on a un maintien de l'anxiété, donc un maintien d'un niveau d'anxiété qui est vraiment au minimum. Et c'est ce qui nous permet de dire que l'activité, elle ne suscite pas d'anxiété et que du coup, c'est une activité qui peut être pratiquée sur le long terme, qui ne génère pas d'anxiété, les gens se plaisent dans l'activité et qui peut être prolongée sur vraiment plusieurs mois, voire même plusieurs années, et une activité qui est durable et vraiment viable à long terme. Ensuite, on a voulu étudier aussi des aspects motivationnels qui nous semblent importants et on s'est placé dans un cadre. Alors là, je vais vous faire un petit point théorique pour vous expliquer rapidement. On s'est placé dans le cadre d'une théorie qui s'appelle la théorie de l'autodétermination. Et en fait, cette théorie nous explique que afin d'avoir un sentiment de bien-être optimal, il faut satisfaire des besoins psychologiques fondamentaux qui sont au nombre de 3. Donc, il y a un besoin d'autonomie qui correspond à un besoin de prise de décision. Donc, je suis capable de prendre des décisions pour moi-même et pour pouvoir agir sur mon environnement. Je suis capable de prendre des décisions liées à ma vie, liées à mon quotidien. Ensuite, un besoin de compétences, donc là qui est plutôt lié au côté physique. Je suis capable de faire des choses et je suis capable de réaliser ce que j'ai envie de faire. Et enfin, un besoin d'affiliation, donc un besoin plutôt social, de se sentir connecté aux autres et d'avoir des relations sociales. Donc, si on arrive à regrouper ces 3 besoins-là et qu'on arrive à satisfaire ces 3 besoins-là, on a un état de bien-être qui est optimal selon cette théorie. Donc, en plus de ce sentiment de bien-être, on a aussi une motivation qui est qualifiée de intrinsèque. Donc, par motivation, j'entends un engagement dans un comportement, dans une activité. Et si c'est intrinsèque, c'est que je m'engage dans cette activité ou dans ce comportement. Là, typiquement, on va prendre l'exemple du foot en marchant. Je m'engage dans le foot en marchant parce que j'y trouve un intérêt, un plaisir personnel à venir et à pratiquer. Donc, si au travers du foot en marchant, j'arrive à assouvir ces 3 besoins, que ce soit l'autonomie, la compétence ou l'affiliation, eh ben, je vais probablement continuer à m'engager dans l'activité et c'est une sorte un peu de cercle vicieux pour continuer à pratiquer. Donc, c'est des choses, ces 3 besoins
qui sont plutôt essentiels à mettre en œuvre dans les séances. Je vous expliquerai brièvement, et on pourra revenir dessus pendant les questions, comment mettre en œuvre ça dans les séances et dans l'activité pour que les gens continuent à pratiquer et qu'ils ressentent vraiment cet état de bien-être optimal. Donc, on a étudié ça, nous, au travers de notre étude, et on a trouvé que les besoins psychologiques fondamentaux, donc au cours de cette année d'entraînement au foot en marchant, étaient positivement impactés. Donc, si vous avez suivi ce que je viens de vous dire, on a réussi à impacter ces besoins psychologiques fondamentaux, ce qui fait que la motivation, donc l'engagement dans l'activité est impacté et que du coup, on a un sentiment de bien-être qui est optimal. Et cette motivation, en fait, on l'exprime sur une sorte d'échelle, une sorte de flèche comme elle est présentée ici, qui va du « je ne suis pas motivé du tout » à « je suis complètement motivé parce que je ressens un plaisir dans l'activité ». Et entre ces deux extraits, on a plusieurs régulations qu'on appelle, donc plusieurs modulations, on va dire. Et là, ce qu'on a trouvé, nous, dans notre étude, c'est qu'on a une diminution de la régulation externe. La régulation externe, c'est je pratique parce que j'ai une pression qui me pousse à aller m'entraîner, à aller pratiquer le foot en marchant. Par exemple, je vais pratiquer le foot en marchant parce que ça fait plaisir à mes proches et parce que on me pousse vraiment, mon compagnon, ma compagne ou mes petits-enfants me poussent à aller jouer. Mais si les petits-enfants ou le compagnon ne poussent plus à jouer, eh ben, je vais complètement arrêter. Donc, c'est ce renforcement externe. Tant qu'il est présent, je continue. S'il est plus présent, tout s'arrête. Et on a réussi à diminuer cette chose-là, donc ce qui signifie qu'en fait, ce renforcement est de moins en moins présent au fur et à mesure qu'on pratique le foot en marchant. Donc là, c'est le cas, nous, dans notre population, mais c'est quelque chose qu'on peut plutôt retrouver facilement dans les autres programmes d'activité physique. Alors, pas forcément le foot en marchant, mais d'autres programmes d'intervention sur le côté activité physique chez des personnes âgées. Voilà pour ça. Donc, pour conclure globalement sur les bienfaits du walking football, vous l'aurez compris, ils sont très largement positifs, que ce soit d'un point de vue physique, donc globalement sur la condition physique, mais aussi sur la perte de masse corporelle, donc sur des sujets qui étaient, je le rappelle, volontaires et donc des sujets qui étaient très actifs déjà. Donc, on peut imaginer que c'est des choses qui peuvent être encore plus positive et encore plus significative chez des publics à risque ou des populations qui ont des petites maladies ou des choses comme ça. Et on a aussi des effets très positifs d'un point de vue d'engagement, de motivation. Et c'est une activité qui est viable sur le long terme puisqu'elle ne génère pas d'anxiété. Je vous parlais des comment mettre en place les besoins psychologiques fondamentaux. Et en fait, tout réside dans le climat que vous allez proposer dans l'activité qui va être proposée par l'éducateur, qui va être aussi peut-être décidé par la politique du club dans lequel vous êtes. Et en fait, c'est vraiment un climat d'inclusion où on accepte complètement la différence parce qu'on peut se retrouver avec des personnes qui ont déjà pratiqué et qui ont un certain niveau de pratique du football, vraiment un niveau technique ou un niveau tactique du football qui est un petit peu avancé, mais on a aussi des personnes qui n'ont jamais eu l'occasion de pratiquer, qui n'ont jamais eu l'opportunité et qui là se retrouvent complètement dans l'activité et qui veulent pratiquer. Donc c'est quelque chose qu'il faut réussir à regrouper. Par exemple, dans des exercices, ne pas forcément brider si quelqu'un a des capacités techniques un petit peu supérieures, lui proposer peut-être une évolution qui lui permettra de satisfaire son envie et qui permettra de le challenger un peu. Et au contraire, s'il y a une personne qui a un petit peu plus de difficultés, peut-être adapter en réduisant les contraintes ou en adaptant les variables de l'exercice. Donc, c'est trouver le juste milieu et pas hésiter à un petit peu individualiser en fonction du public que vous avez, prendre en compte les différences de chacun. Prendre les différences de chacun, ça va être d'autant plus facile si vous arrivez vraiment à créer un groupe et à
à mettre tout le monde dans la même idée de sport santé et de bien-être, des bienfaits de l'activité. Du foot en marchant, c'est sûr, mais de bien-être de l'activité physique plus généralement. Donc voilà, un point très important, c'est le climat à mettre en place dans l'activité. Je terminerai, il me semble que c'est ma dernière slide, les résultats que je viens de vous présenter. Donc, c'est des analyses scientifiques et statistiques, mais ils sont valables sur la population que moi j'ai eue, comme je vous ai dit, des volontaires très actifs. Donc, ils sont valables au moment où je les ai faits moi, sur une population très spécifique, et ils mériteraient forcément d'être généralisés à d'autres publics, à être probablement refaits aussi pour voir si ces résultats-là, les moduler peut-être un petit peu, peut-être qu'on n'a pas autant d'effets que ça et qu'il y a eu un effet d'apprentissage des tests. Donc voilà, ça mériterait aussi d'ajustements là-dessus. Mais retenir que voilà, globalement, les bienfaits du foot en marchant, une fois qu'on a pratiqué, on adhère à l'activité et les bienfaits physiques arrivent après. Je crois que j'ai été bien assez longue. Je vous remercie pour votre attention et si jamais vous avez des questions, des remarques, euh, toutes les remarques sont bonnes à prendre, donc je suis à votre disposition. Eh ben, merci beaucoup Mélanie, bravo pour ce super boulot. Je pense on a beaucoup d'arguments en faveur de notre sport là sous les yeux. Il faudrait se les approprier, peut-être en faire une version de synthèse. Je suis sûr qu'il y a des questions, mais s'il n'y en a pas, j'en ai quelques-unes. Moi, j'ai pas de questions, mais juste pour te féliciter parce que c'était intéressant. Moi, j'ai appris pas mal de choses. Je pense qu'il y a juste la petite question que je pose, parce que moi, je suis un statisticien. Je pense que les données, peut-être, ils ne seront pas suffisants, mais tu l'as dit dans ton exposé. C'est peut-être en termes de nombre? Oui. Oui, alors après, c'est déjà compliqué de recruter, d'engager des gens sur un protocole aussi long. Et après, on a essayé de choisir des analyses statistiques qui prennent en compte justement ce petit nombre de joueurs qui ont été testés. Mais c'est clair que ça peut être quelque chose qui peut freiner un petit peu. Et justement, c'est quelque chose qui demande à être reproduit et à être un petit peu approfondi. Il Ouais, faudrait justement quel panel pour que ces statistiques soient plus viables, entre guillemets? Alors, il faudrait que déjà si on doublait l'échantillon, le nombre de joueurs, on serait déjà bien. Et après, plus on a de joueurs et plus l'analyse est puissante. Mais déjà, si on arrivait à avoir 40, 50 joueurs, ça serait déjà bien. il faut un Il y a une minimum de question. 30. Ouais. Il y a Monsieur Rimbaud qui lève la main. J'en profite pour dire que surtout n'hésitez pas à vous présenter en deux mots si vous prenez la parole pour une question. Oui, bonjour, je suis Monsieur Rimbaud. Donc, je pratique le football en marchant depuis 2 ans. Cela m'apporte énormément, énormément d'un point de vue physique, mais également, j'ai presque envie de dire psychologique. Le lien social est très important. J'avais juste une question par rapport à ce foot en marchant, parce qu'en fait, je crois que le foot en marchant, ça raidit un peu. C'est-à-dire que, est-ce que, par rapport à la souplesse qu'on peut avoir par ailleurs, est-ce que le foot en marchant raidit aussi? Je ne sais pas si je m'exprime bien, mais la souplesse, c'est important aussi, quoi. Voilà, ça s'arrête là ma question. Autrement, bravo pour tout ce que j'ai entendu. Bonjour, merci pour la question. Oui, très intéressant. En effet, c'est quelque chose qui est assez normal à partir du moment où on reprend une activité, où on sollicite les muscles. En fait, si on a cette activité vraiment musculaire, le muscle il va grossir et du coup il va un petit peu se tendre. Donc c'est tout à fait normal qu'on se raidisse, comme vous dites, un petit peu. Et en fait, il faudrait associer à cela alors
peut-être dans la phase finale de l'entraînement, par exemple, à la fin d'une séance, proposer des étirements. Ça peut être bien. Après, tout dépend de l'intensité d'entraînement, parce que parfois, si on a un entraînement qui a été assez intense, on a les muscles ont déjà pas mal souffert et éviter peut-être de retirer dessus directement. Mais si on ne le fait pas directement à la fin de la séance, alors après, c'est libre à chacun de le faire ou pas, mais rien n'empêche de le faire le lendemain de la séance ou 2 jours après, une fois qu'on n'a plus trop de douleur et que tout est passé. Mais c'est vrai que ça peut réduire d'un point de vue musculaire parce que on va forcément gagner en force et gagner en puissance et le muscle a tendance à se réduire. Merci. J'ai une petite question, Mélanie. Est-ce que, comme tu le sais, comme tu as dû t'en rendre compte, on a un peu deux publics qui, quelquefois, sont d'ailleurs réunis au sein de la même personne, mais on a les gens qui viennent faire du walking football pour des raisons de santé, dans un esprit tout à fait loisir. Et on a quand même beaucoup d'entre nous qui sont très contents de gagner des matchs, de mettre des buts, voire de gagner des tournois. Bref, le côté un peu compétition. Oui. Moi, j'aime pas opposer les deux. Je pense que les deux sont à satisfaire parmi nos adhérents, et tant mieux. Est-ce que tu as réussi à avoir un retour sur qu'est-ce qu'il y a de motivant et quel est l'impact psychologique de la compétition? Voilà, pour dire les choses simplement. Ouais, très intéressant comme question aussi. Et c'est complètement quelque chose que j'ai observé parce qu'en fait, pour tout dire, dans les 23 joueurs que j'ai encadrés là sur la saison complète, j'avais 2 groupes. Et pour le coup, alors je crois qu'il y a d'ailleurs certains des joueurs qui sont peut-être là présents pendant la visio, mais en fait, j'avais un groupe qui était plutôt sport santé et un groupe qui était plutôt tourné vers la compétition, sans dire que c'était vraiment des matchs tout le temps, etc. Je proposais quand même des séances qui étaient complètes. Mais l'impact psychologique de la compétition, moi, je l'ai retrouvé dans le sens où, oui, on veut de la compétition, on compte les points, il n'y a aucun problème. Et on a, nous, dans la Loire, donc ici, des rassemblements. Et en fait, alors, certaines personnes qui se retrouvaient plutôt sur le côté sport santé ne participaient pas à ces rassemblements-là parce que ça leur allait très bien de faire simplement des séances. Mais le côté compétition, en fait, amenait ce côté plutôt social où les gens, en fait, ils veulent un petit peu changer du cadre habituel de l'entraînement et se confronter à d'autres personnes, mais pas tellement dans cet esprit de compétition et pas dans l'esprit de compétition comme on peut l'entendre au sens vraiment premier du terme, c'est-à-dire on va rencontrer des gens parce qu'on va avoir des interactions différentes et puis parce qu'en fait on va avoir on va discuter de notre approche peut-être du foot en marchand, de comment ça se passe chez nous. C'est vraiment sur cet aspect plutôt d'un point de vue relation sociale que le côté compétition ressort en fait. C'est comme ça que moi je l'ai vécu, après peut-être que si d'autres ont d'autres expériences par rapport à ça, mais ouais, c'est plutôt la recherche de lien social et de voir d'autres personnes par rapport à la semaine d'entraînement habituelle. C'est ce pourquoi les gens veulent pratiquer de la compétition. D'accord, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, j'ai une question, Oui. c'est à la fois un témoignage, mais sur lequel Mélanie pourra bien sûr réagir. C'est que on sait tous que c'est important de pratiquer une activité physique, si possible quotidienne, en particulier quand on atteint un certain âge. Or, moi, ça n'était pas forcément mon cas, mais depuis 6 mois que je pratique le football en marchant, j'ai une activité physique quotidienne qui m'a d'ailleurs été recommandée par un des membres de mon club ici présent. Et j'ai maintenant la motivation pour avoir cette activité physique quotidienne sur des cycles de 3 jours, du musculaire, du cardio et de l'assouplissement. Et je pense que je ne l'aurais pas si je n'étais pas motivé par l'envie de progresser en matière de foot en marchant. Voilà ce témoignage. Je ne sais pas si ça prend sens par rapport à l'étude de Mélanie, mais je tire ce bénéfice-là aussi. Ouais, merci pour votre témoignage. En effet, c'est quelque chose qu'on retrouve et si on peut arriver avec
Le foot en marchant, comme je l'ai dit, le football, c'est vraiment l'élément central et qui, si vous êtes vous-même pratiquant, probablement c'est la chose qui vous a amené à refaire du sport parce que vous auriez vu n'importe quelle autre activité, vous y seriez peut-être pas forcément allé. Mais là, puisque en fait c'est du football, vous y êtes allé. Et en fait, si on arrive à à faire en sorte que les gens remettent un pied dans l'activité physique via le foot en marchant, bah, j'ai envie de dire qu'on aura tout gagné parce que, ou certes, on fait du foot en marchant, mais après, à terme, c'est vraiment avoir un état physique et enfin, une santé physique et ressentir un état de bien-être plutôt global. Et à partir du moment où on se retrouve là-dedans et que ça permet une activité physique régulière, c'est aussi quelque chose que j'ai retrouvé chez certains des joueurs que j'ai entraînés. Euh, en fait, on a peut-être cet effet aussi où je crains d'aller faire du sport parce que peut-être que je vais me faire mal, parce que peut-être que mon corps il n'est pas prêt à ça. Le foot en marchant permet de dépasser ces appréhensions-là et en fait permet de faire plein d'autres activités à côté et des activités auxquelles on n'aurait jamais forcément pensé ou pas autant régulièrement que ce qu'on peut faire maintenant. Donc oui, complètement, c'est quelque chose qui fait complètement sens. Et si, comme je vous dis, si on arrive à faire ça et à, à réenclencher ce cycle d'activité physique, on aura vraiment tout gagné. Je crois qu'il y a une question de Jean-François et peut-être de Thierry, je suis pas sûr. Oui, Ouais, oui, aussi. Thierry aussi, mais Ouais. Bonjour, Jean-François. Jean-François Lepage, Allez-y. je suis pratiquant à Paris et ambassadeur à FFM à Paris. Je voulais savoir si, alors c'est la question, elle est à la fois pour Pierre et Mélanie, si ces résultats vont pouvoir être utilisés pour communiquer dans les salons ou d'autres choses, ou est-ce que le fait que on trouve que comment dirais-je, l'échantillon soit trop faible, nous interdise d'en faire trop usage, et parce que je pense que c'est intéressant de communiquer sur cet aspect alors même si la partie psychologique est peut-être un peu, entre guillemets, plus décevante que ce qu'on en attendait, mais sur la partie physique, on a quand même des résultats, certes sur un petit échantillon, mais qui sont intéressants. Donc, est-ce qu'on peut imaginer d'utiliser ça en communication ou est-ce qu'on s'interdit de le faire parce que on pense que l'échantillon est trop faible ou je ne sais pas. Alors, par rapport à ça, en fait, l'objectif d'un travail de recherche comme ceci et de n'importe quel travail de recherche, c'est de faire avancer la science, forcément, mais aussi de diffuser les résultats. Et c'est pas fait que pour rester dans la communauté scientifique, c'est fait pour que, justement, j'ai fait une thèse qui est financée par un organe de la Fédération française de football. C'est fait pour que ce soit diffusé et pas pour que ça reste dans les livres scientifiques. Donc, c'est prévu. Et après, au niveau de l'échantillon, en fait, les données, donc là, j'ai présenté des choses assez globales et par thème, c'est des choses qui vont être vraiment publiées dans la littérature scientifique, revues par d'autres scientifiques qui jugeront, eux, si on peut effectivement les utiliser ou non. Certains pourront émettre des réserves, comme l'a dit Mohamed, sur la puissance statistique parce que l'échantillon il est trop faible. Mais on peut, à partir du moment où ce sera publié dans la littérature scientifique et que un comité scientifique aura dit que c'est OK et que les résultats sont fiables, à partir de ce moment-là, on pourra les utiliser. Et à partir du moment aussi où j'aurai vraiment soutenu et publié ma thèse. Donc voilà. Mais normalement, non, c'est à but de diffusion en tout cas, et pas que dans la littérature scientifique, mais aussi au grand public. Thierry, tu avais une question aussi, je crois. Oui, bonjour, Thierry, donc du Loir-et-Cher, hein, un peu isolé en tant qu'ambassadeur, puisqu'on n'est pas beaucoup dans la région, et ça, Pierre, il le sait, on échange souvent là-dessus. Moi, c'était juste pour rebondir avec mon groupe que j'ai, qui sont de 20 personnes à peu près, pratiquement autant d'hommes que de femmes, avec une moyenne d'âge de plus de 70 ans, je pense, en moyenne. On a une difficulté avec justement l'évolution depuis 3 ans sur des joueurs qui jouent bien, qui sont des anciens footeux, simplement ils n'étaient pas footeux, et donc on a de plus en plus de petites frictions, parce qu'il y a des joueurs qui jouent à un bon niveau, mais des autres à un niveau moindre. Et c'est vrai que c'est pas facile à mettre en place.
Donc, c'est les difficultés que j'ai actuellement. Bon, on fait des ateliers, bien sûr, avant d'échauffement et de respiration et tout, mais bon, on a quand même la pression d'un petit groupe qui veulent absolument jouer à un niveau plus fort. Et moi, je n'ai pas de solution pour le moment. C'était juste une observation. Voilà. Merci. Ouais, merci pour l'observation. En effet, alors on n'a pas cette pression de la compétition nous ici dans la Loire. Mais on l'a déjà un petit peu évoqué tout à l'heure, ce côté plutôt entre le sport santé et le sport compétition, on a peut-être un peu à un carrefour et voir comment on peut concilier les deux parce que les deux sont totalement possibles. Après, c'est vrai que sur un groupe, après si vous avez les 20 à l'entraînement à chaque fois, on peut éventuellement proposer des exercices plus différenciés en fonction des groupes, mais on n'a pas encore trop le luxe de faire beaucoup de catégories d'âge, mais aussi en fonction des niveaux, on n'a pas forcément de, de recul là-dessus. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose qui est compliqué. Je vais revenir et si je peux vous donner une piste, moi, après, si c'est installé, ça sera compliqué peut-être de le changer. Et c'est fonction aussi de la personnalité des individus, hein, parce que certains ont la compétition dans la peau et dans le sang, et on ne pourra jamais changer ça, et ils voudront tout le temps gagner à tout prix. Après, c'est vraiment essayer de faire en sorte que tout le monde s'y retrouve en proposant des choses individualisées et des choses qui peuvent convenir à tout le monde. Mais c'est vrai que ça peut parfois être compliqué et là-dessus, je ne saurais que vous encourager à discuter, à en parler en fait et essayer de ne pas diviser là-dessus au sein de vos séances et au sein de votre groupe. Très bien, merci. On prend une dernière question de Gérard, Mélanie, si tu veux bien. Ouais, pas de problème. Même si on déborde un peu. Merci beaucoup. Okay. Ouais. Merci. Donc, c'est Gérard. Je suis donc ambassadeur à FFM sur l'Alsace. Et je reviens un petit peu sur la personne qui vient de discuter. On est à 25, ça fait 6 ans qu'on pratique le foot en marchant. On est à une vingtaine tous les lundis soirs. Et je prends vraiment soin de la composition des équipes parce qu'effectivement, on a 3 groupes, si tu veux. On a des compétiteurs qui ont joué à un certain niveau jusqu'à 30-40 ans. On en a qui n'ont jamais joué au foot et il y en a qui s'amusent. Et donc, le dimanche soir, je sais que par équipe, on a 3 équipes de 6 à 7 joueurs. Je fais très attention à la composition de l'équipe. J'essaie d'incorporer 2 joueurs très, très moyens dans le groupe des mieux compétiteurs. Voilà. Et on évite au maximum ces petites frictions qui sont inévitables entre ceux qui, effectivement, veulent absolument gagner et marquer des buts et ceux qui sont là pour le fun, quoi. Mais je rassure tout le monde, on est pour l'apéro et la 4e mi-temps, on est tous autour de la table et tout ça, c'est oublié. Mais je veux dire que c'est vrai que ça pose un peu le problème du foot en marchant, je dirais, parce qu'il y a une grande différence de niveau. Mais ça ne fait rien, on arrive, on gère. Voilà. Merci Gérard. Oui, c'est vrai qu'à partir du moment où on a cette idée de compétition qui entre en jeu, ben, ça peut vraiment tout de suite diviser. Et après, libre à vous de faire comme vous venez de le dire, Gérard, et d'équilibrer au maximum les équipes. Et peut-être aussi de temps en temps, et ben, que le groupe le plus fort reste entre eux et que le groupe un petit peu plus jeune dans l'activité, je dirais, reste entre eux. Et après, je dirais qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise solution. Il y a juste à essayer de concilier tout le monde. Et ben, parfois, c'est vrai que les compétiteurs peuvent avoir envie de se retrouver ensemble. Et j'aurais envie de vous dire que c'est OK de les mettre ensemble sur une séance. Vous faites proposer plusieurs exercices et puis en fonction de l'exercice que vous proposez, ben, vous allez rester ensemble et puis vous allez travailler un petit peu autre chose. Alors après, tout dépend aussi des installations, de la logistique, etc., qui est disponible. C'est pas évident, je l'entends tout à fait. Mais c'est vrai qu'après, les 2 approches sont bien, à la fois mélanger et rendre compte du niveau de chacun. Parce que après, même s'il y a cette idée de compétition, on a envie, et c'est très engageant de jouer, on a envie de gagner le match.
Après, on va pas gagner la Coupe du Monde, ça reste une activité loisir. Et c'est bien. c'est Bon, l'idée. Mais c'est pas toujours simple, Ouais, je vous le concède, c'est je vous le clair. concède totalement. Sans parler de l'arbitrage, hein, qui des fois pose Ouais, problème, c'est vrai. qu'on n'a pas du tout abordé, mais c'est vrai que ça reste un problème. Mais bon, voilà. Mais pas pour tout le monde, hein, je vous rassure. Non, c'est pour dans la Loire, avec mon collègue William qui est ici aussi sur la visio, on a eu l'idée de mettre en place, on met en fait, alors ils sont pas forcément vraiment formés au foot en marchant, bien que ce soit souvent les mêmes arbitres officiels qui reviennent sur nos événements, mais quand on fait des rassemblements organisés par le district de la Loire, on met en place des arbitres officiels, donc qui ont la tenue, etc. Et déjà, ça cadre la chose. Et alors après, ça reste quand même à la sensibilité et la subjectivité de chacun, la marche, pas la marche, etc. Mais au moins, il y a quelqu'un qui cadre les choses et qui est représenté comme l'autorité et comme l'officiel. Et du coup, ça a quand même pas mal calmé les tensions, si je puis dire, qui pouvaient naître dans les matchs. C'est vrai que, en France, il y a des arbitres, mais quand je joue en Suisse ou en Allemagne, c'est de l'auto-arbitrage. Et ça se passe beaucoup mieux qu'en France. Hein. Oui. On entend rarement des coups de gueule ou quoi que ce soit, hein, chez nos amis étrangers par rapport à nous Français. Dans l'esprit mais ce qui marche loisir... en Suisse ne marche pas forcément en France. Eh oui. Dans l'esprit loisir qu'on avait, qui était en tout cas mon idée de base au départ, c'était vraiment l'auto-arbitrage. Sauf que à partir du moment où on compte les points, on peut être vite tenté de forcément, il y a toujours les déviances du côté un petit peu compétitif, etc. Sans dire qu'on va aller se faire mal et on va aller tricher, mais il y a toujours ce côté un peu compétitif qui revient et qui est inhérent et qui en même temps fait que c'est pour ça qu'on joue aussi. Hein. On ne va pas se le cacher, on joue pour marquer des buts et faire trembler les filets. Hein. Bah oui, celui qui monte sur le terrain pour perdre, c'est pas ça tout à fait. Hein. C'est ça. Est-ce qu'on a là, est-ce que nous, Pierre, est-ce qu'on aura ça sur nos ordi là, tout ce qu'on a vu, est-ce qu'elle a préparé Oui, avec l'autorisation de Mélanie, je pense que la présentation pourrait être j'aimerais bien le transmettre à mon groupe. Hein. Oui, bien sûr. Ouais, je vous le et de toute façon, pardon, Gérard, je rappelle juste que le webinaire est enregistré. Donc, ceux que ça intéresse pourraient éventuellement le revisionner. Voilà. Oui, OK. OK. Merci. Voilà, je pense qu'on va vous laisser aller déjeuner pour ceux qui ne l'ont pas fait, ce qui est mon cas. Donc, je vous remercie beaucoup d'avoir participé à ce webinaire. On essaye d'en organiser encore 2 ou 3 d'ici l'été, notamment un sur les tactiques de jeu qui sera présenté par Jacques Amar, qui est le capitaine de l'équipe des plus de 60 vice-champions du monde 2023. Et sans doute un autre sur les bonnes pratiques pour développer le walking football à l'intérieur de son territoire, puisque comme vous le savez sans doute, on est en train de travailler pour le compte d'AG2R, la mondiale, avec un cabinet de conseil sur la collecte un peu des meilleures pratiques qui permettent à ce sport de décoller un peu partout en France. Voilà, donc je pense que ces 2 annonces de ces 2 prochains webinaires seront faits dans les prochains jours. Donc parlez-en au maximum autour de vous. Adhérents, pas adhérents, c'est pas le sujet. Hein. Aujourd'hui, on a des gens qui sont de la FFM et d'autres qui sont de l'extérieur, et tant mieux. Encore une fois, notre seul objectif, c'est de diffuser au maximum cette pratique. Et puis, merci tout particulier à Mélanie d'avoir accepté de présenter ses résultats un peu en primeur, hein, je crois, à la FFM, et d'avoir fait cette presse. Voilà. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci. Et à très bientôt. Merci Pierre, au revoir. Bonne journée à tous. Merci. Merci. Merci.